Bonjour et bienvenue à la chaîne. Les développeurs ont sorti leur magie encore une fois et on a la version 5.6 de Darktable. Les gros titres disent on a de l'IA et on va pouvoir faire des sélections avec un seul clic, on va pouvoir faire du débruitage, c'est aussi bien DxO. J'ai vu des vidéos déjà là-dessus, n'en croyez pas un mot, je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé là-dessus. En fait, le secret, c'est que la nouveauté la plus intéressante, c'est pas de l'IA dans cette, version. Alors restez avec moi, suivez-moi et on va expliquer tout ça. Allez, on démarre et par les gros titres. À la une, on a accès à de l'IA avec Darktable. Alors, comment on fait? Bah, d'abord, il faut l'activer, c'est-à-dire on va dans les paramètres, on a un nouveau menu ici qui s'appelle IA. Il faut activer les fonctions IA, ici, voilà, on active. Et ensuite, on a des modèles. Alors, ces modèles vont servir à trois choses. À débruiter. Donc, on a un raw denoise ici pour débruiter des fichiers raw. Denoise qui sera pour débruiter un fichier bitmap. Et on a deux modèles ici pour faire de la sélection IA, des masques IA. Et on en a un dernier ici que je n'ai pas téléchargé, vous voyez ici, hein, pas téléchargé, qui est pour agrandir de manière IA, voilà, comme je crois font Photoshop et Topaz, pour doubler ou quadrupler le nombre de pixels sur chaque bord d'une image, avec la promesse de garder les détails, etc. etc. Bon, ça ne m'intéresserait pas trop, je pense, mais je ne vais pas essayer. Mais j'ai essayé les autres, donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est cliquer ici, télécharger, mettre à jour, et comme ça, quand ces modèles seront améliorés, on aura directement le bouton pour les mettre à jour nous-mêmes. Voilà, moi, ils sont téléchargés, ils sont installés, donc c'est fait, et on va vérifier que ça marche bien. Allez, je vais aller sur cette image, et on va essayer de sélectionner ce couple-là. Comment on fait? Ben, en fait, on va aller, choisissons un module, peu importe lequel, allez, exposition. Et on va l'appeler, je fais CTRL-clic, masque QE en français, je crois, non? IA. Voilà, hop. Et on va le trouver dans les masques dessinés et les masques paramétriques, bref, dans les masques dessinés. On a la brosse, le cercle, l'ellipse, le chemin, un gradient, et on a un truc qui ressemble suspicieusement à Google Gemini. Ici, c'est les masques. Alors, il y a toujours un temps de pause, ça a été très rapide parce que j'ai déjà travaillé sur cette image où il prépare, en fait, il réfléchit, voilà. Il fait la segmentation dans sa tête et après, il y a qu'à cliquer sur ce qu'on veut. Voilà, si on clique un peu trop, on peut faire Shift et cliquer là où on veut plus, recliquer, voilà. Je veux sélectionner les personnes, mais voilà, avec des plus ou des moins. Alors ce qui est curieux, c'est que si je clique sur plus, des fois il désélectionne ce qui était déjà sélectionné et il n'a pas sélectionné ce que je voulais. Allez, CTRL Z et je recommence. Donc c'est un peu curieux, mais bon, à force de cliquer un peu partout, on arrive à ses fins. Ici, je veux désélectionner le petit espace, oui, j'ai pas eu. Et là, il semblerait que je l'ai eu. Or, je ne touche à rien. On a des ici en haut, mais dès que j'y vais, on peut plus. Donc, j'ajoute avec un clic gauche, j'enlève avec la touche Shift majuscule. Je peux supprimer CTRL majuscule, clic, j'ai tout supprimé. Voilà, ben c'est malin, il faut que je recommence. Sinon, si je fais clic droit, c'est valider. Oui, il manque un peu de la tête. Valider ce que je vais faire. Si je fais Shift majuscule, clic droit, je vais faire en fait un masque bitmap, un raster en fait. Donc, et pas un chemin vectoriel. Donc ça, je ne vais pas le faire. Je peux lisser ici le lissage. Ça fait de plus en plus lisse, des lignes plus droites. Donc ça, j'ai pas envie de faire. Je peux nettoyer. Je ne sais pas trop ce que c'est le nettoyage, parce que même à 100%, j'ai regardé, il semble enlever des choses, mais bon, j'ai pas trop envie de nettoyer, hein. Et puis l'opacité, bah, comme d'habitude, l'opacité, voilà, 100% avec contrôle molette. Et en fait, quand je suis prêt, je fais juste un clic droit et mon chemin, il est sauvegardé. Et c'est comme un chemin normal, dans le sens, j'aurais pu le dessiner à la main,
et j'ai les mêmes contrôles dessus. Donc je vais zoomer par exemple et me déplacer et je vois ici que, il y a des parties qui ont été oubliées, donc je peux monter des points, les modifier, je peux en rajouter. Heu, voilà, je vais zoomer. À chaque fois, je fais espace pour bouger, mais c'est pénible, c'est pas comme ça. Je sais plus. Voilà, bah, j'ai perdu mon masque. C'est malin, c'est pas espace. Ici, j'ai ce qu'il faut. Si j'appuie sur M, on a bien l'espace qui est resté là. Je me déplace ici. On est pas mal, ça a l'air assez bien nettoyé. Ici, oh, il y a un espace qu'il faudrait enlever. Je n'y ai pas pensé. Je peux dessiner un autre masque, vite fait. Toc, ici. Toc, toc, toc. Clic, 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 clic. Bouton droit. Je vais faire Shift et je vais faire le comment dire? L'atténuation au minimum et là, en fait, il faut aller dans la gestion des masques, groupe exposition, je vais faire M pour voir mes masques. Ça marche pas, M pour voir les masques et si ce chemin, il faut faire différence pour l'enlever. Voilà et comme ça, vous voyez, contrairement aux logiciels commerciaux comme Lightroom, Darktable est beaucoup mieux dans le sens où on a un contrôle absolu sur les masques. Hem, dans les autres logiciels commerciaux que je connais, une fois que le masque il est fait, on a très peu de contrôle, c'est-à-dire qu'on est content, on n'est pas content. Heureusement pour les utilisateurs de ces logiciels, dont je fais aussi partie, notamment d'ailleurs depuis que j'ai un Sony, A7 V, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des DNG convertis parce que Darktable ne lit pas mes fichiers. Donc ça fait quelques mois que depuis quelques mois, j'ai été obligé de retourner à un logiciel qui, ouvre mes fichiers, c'est-à-dire Lightroom et je ne suis pas forcément très ravi de ça. Mais ça va venir, c'est la pénalité d'acheter du matériel récent quand on est sur de l'open source. Voilà, donc on se plaint pas. Vérifions la qualité du masque. Je vais ajouter, allez 2,5 IL et on regarde, on voit des halos ici, hein. Vous voyez que le masque n'est pas parfait. Aucun masque IA n'est parfait, hein, je vous rassure. Cela dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec un petit peu le rayon de raffinement. Il va atténuer le bord, mais alors là, il faut y aller vraiment mollo. Surtout peut-être l'opacité du masque et le contraste. On va pouvoir pourquoi il veut pas? Rayon de flou, opacité. On arrive à jouer un petit peu avec ça. Alors, voilà, si j'augmente là, on arrive à atténuer et après s'il y a des zones qui plaisent pas, voilà, j'ai bien zoomé, hein, on peut les modifier à la main ici. Vous voyez le chemin là, il est carrément à côté et on voit bien, hein, qu'il y a des zigzags, on ne sait pas trop pourquoi, mais s'il y a des zones qui plaisent pas, on peut très bien refaire à la main, à l'ancienne, voilà, ce qu'il faut pour que ça marche bien. Ça, c'est ridicule ce que je viens de faire, puisque j'ai fait la molette à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà, donc on a des masques IA qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça n'est pas de la magie, c'est un gain de temps. Hem Les pires, hein, endroits, enfin voilà, modifier l'exposition, c'est ce qu'on peut faire de pire pour tester un masque. Si on fait de la netteté, si on modifie légèrement les couleurs, assurément, les effets de bord, on les verra pas, hein, ou beaucoup, beaucoup moins. Et puis 2,4 IL, c'est énorme, hein, quand même. C'est quand même énorme. Là, si je suis beaucoup plus raisonnable, ça se voit moins. Donc, c'est pas un outil parfait, c'est un gain de temps, certes. Alors, si j'essaye mon outil IA ici, on va voir que ça va se compliquer un petit peu. Donc, je vais faire un nouveau module exposition, je vais mettre IA et je vais essayer de sélectionner l'arbre. Alors, on va faire un masque paramétrique et on va sélectionner, clic dans l'arbre. Alors, peut-être un peu plus par là. J'ai à peu près l'arbre, alors il y a peut-être un autre arbre devant, derrière, enfin bon, globalement, j'ai mon arbre ici. Alors, on va regarder d'abord la zone de problème.
Oui, alors le problème numéro un, c'est que le ciel, il est sélectionné. Oui, je sais, j'ai bien vu, mais ça, c'est pas un problème, en fait. Mon problème numéro un n'est pas là. Mon problème numéro un, c'est que j'ai pas de masque. Mon problème, j'ai dû oublier de cliquer correctement, je vais le refaire. Alors, dans la précipitation, qu'est-ce que je veux? Je veux un peu par là, peut-être, shift un peu moins par là, un peu plus par là. Bon, admettons. Hop, j'enlève ça. Voilà, hop, on va dire que c'est l'arbre. Bouton droit. Je sauvegarde mon arbre, mon masque. Et si je zoome, on va s'apercevoir de ce qui me gêne le plus, c'est que il y a des parties de mon arbre qui ne sont pas sélectionnées. Voilà, c'est-à-dire que ça, on devrait être, voilà, par là, parce que ça fait partie de l'arbre. Donc si j'augmente l'exposition, je vais avoir des parties de l'arbre qui vont pas être sélectionnées et ça va pas être beau. Alors, quel intérêt d'avoir un masque IA? Je ne sais pas. Dans la version anglaise, de la vidéo que vous avez peut-être déjà vue, j'ai recommencé en faisant, quelque chose de complètement, voilà, rapide autour. En fait, depuis, j'ai eu l'idée que finalement, on pouvait, avec la molette, juste agrandir et comme ça, ma forme, globalement, elle est pas mal et j'englobe au moins toutes mes petites feuilles. Pourquoi pas? Parce qu'après, de toute façon, j'ai besoin de raffiner ça et d'enlever le ciel, enfin, voilà, ce qu'il y a derrière. Et ça se fait, par exemple, avec la teinte. Donc, je vais pouvoir faire un trou, voilà, entre les branches. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire, heu, notamment avec Lightroom, hein. C'est la manipulation, post-sélection des masques, elle est quand même très, très pauvre. Et ici, un tout petit peu de rayon de raffinement, un rayon de flou. J'éteins mon masque et si j'augmente l'exposition, on va avoir quelque chose de plutôt correct. Alors là, je suis déjà à 0,5 IL, c'est pas mal, mais si on va voir ici, voilà, avant-après, on a des petits halos, ça pourrait se régler un petit peu mieux, mais globalement, je trouve que là, le masque est pas mal fait. Donc Léa va nous gagner du temps. Mais il ne faut jamais oublier que développer une photo, c'est un apprentissage permanent, hein, c'est un artisanat, en fait, même si c'est électronique et informatique, il y a quand même des choses à apprendre et tout ce qu'on vous promettra comme étant, des solutions automatiques, bah, certes donneront des résultats, mais vous ne serez jamais artisan de votre photo. Voilà, donc je milite pour l'apprentissage. Bien, donc on a vu les masques IA, passons au débriefage. Alors, on va prendre cette photo du héros qui est à 6400 ISO, qui a l'air assez propre. Alors, il n'y a pas de débruitage de fait, il n'y a rien. Hem, Cela dit, quand j'avance et je zoome un peu, je m'aperçois que c'est quand même assez, enfin, c'est quand même bruité. Je pourrais très bien, malheureusement, j'ai pas le profil pour la réduction du bruit, faire une réduction du bruit, mais tant qu'on n'a pas de profil adapté, je trouve que ça lisse quand même beaucoup trop les détails. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà et ce qu'on a de nouveau, c'est en fait ici dans la, restauration neuronale. Alors je viens de voir, j'ai encore la version expérimentale de SAM 3 qu'il faut que j'enlève, ça ne sert plus à rien. Restauration neuronale, ici j'ai réduction du bruit RAW, réduction du bruit normal et mise à l'échelle, donc c'est surtout l'agrandissement, doublement, quadruplement de chacune des longueurs de l'image. Donc on multiplie le nombre de pixels par 4, 2 fois 2, ou par 16, 4 fois 4. Donc ici, je peux générer une prévisualisation. Donc je clique dans le carré et là j'ai avant-après. Si on reste, voilà, dessus, voilà, ça va, me donner une image un peu plus grande. Donc voilà, c'est pas mal, hein, ça a l'air de bien marcher. Par contre, je voudrais sélectionner la tête de mon héron pour voir si c'est encore à peu près net. Donc ici, dans les plumes, avant, après, on voit du lissage, c'est normal. On est quand même moins bon que Lightroom et DxO, ça c'est clair. Il faut pas rêver, hein. J'ai mis 60, 50, je fais pas plus parce que je trouve que quand même, on enlève des détails. Hem, une fois qu'on est prêt, on fait le traitement. Ça prend un peu de temps.
donc je l'ai fait avant et j'ai l'image ici. Ça sort un DNG, donc c'est un fichier RAW qui a été traité pour être édité, heu, voilà, à partir de 0. Alors ce que je trouve quand même, si on compare les 2, alors ça c'est la première. Si on veut comparer, je vais prendre un instantané, j'avance à la deuxième et on va regarder. Je trouve qu'il y a une différence de colorimétrie, c'est-à-dire que celle débruitée elle a davantage de rouge que la version d'origine. Bon, est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, mais c'est vrai. Si je regarde au niveau du bruit, donc là, on va pouvoir regarder, hein, au niveau du bruit, au niveau des détails. Donc, on a quand même bonne, heu, un bon niveau de détail, hein, même si, heu, ça lisse toujours un petit peu. Je trouve que c'est quand même plus visible ici. Donc là, j'ai avant et après. On trouve quand même que les lignes ici, notamment les lignes blanches, elles ont été un petit peu floutées quand même. Bon, hem, c'est quand même une meilleure base. Je vais pouvoir refaire diffusion de netteté. Par exemple, je vais faire la netteté, allez, faisons une netteté forte sur le héron, pas sur tout. Et c'est là où, ah, on a de l'IA. Donc, vous allez voir, hop, je sélectionne, je clique, le héron est sélectionné, bouton droit, c'est fait. Et voilà, le tour est joué. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai avant, après. Donc, il y a un petit peu de bruit de couleur qui est revenu, mais on a regagné un petit peu de netteté. Et j'ai pas fait attention au bord du masque parce que franchement, quand c'est de la netteté, je ne pense pas que ce soit important. J'ai gagné du temps. Voilà, en fait, donc l'IA sert pour ça, ça gagne du temps. Hem, je pense qu'il faudrait remettre par-dessus une, réduction de bruit, ici avec le profil, un peu plus faible pour que, on ait quelque chose de propre. Bon, il y a toujours, hein, cette bataille entre, absence de bruit et netteté, voilà, il y a que chaque photo et chaque photographe qui va décider de où est le bon équilibre. Donc ça, c'est pour la réduction de du bruit sur un RAW. Vous avez quand même vu que ça me crée une deuxième image comme à l'ancienne, les premières versions de Lightroom où il y avait du débruitage IA et DxO Photolab pareil, c'était un DNG qui était enregistré. Mon image de base fait 48 mégas et celle-ci fait 64, la nouvelle, donc non seulement je double, mais je double, et encore un petit peu plus. Heu voilà, donc quelle est la taille de l'image? C'est ça, 48 mégas et alors celle d'origine, c'était celle-là, elle faisait 48 et quand je fais du débruitage, alors que j'ouvre ça un peu plus, voilà, j'ai Denoise DNG et vous voyez, elle fait 65,9. Donc la version débruitée, elle prend beaucoup de place sur le disque dur, donc on ne peut pas faire ça. Voilà, pour moi en tout cas, on ne peut pas, faire ça à la moulinette et avoir, tout en double sur le disque dur. Pour moi, c'est pas possible. Je pense que ça va s'améliorer à l'avenir, enfin j'espère. Alors si le débruitage du bruit, RAW crée un nouveau DNG, le deuxième module ici, qui est juste débruitage du bruit, fonctionne sur toutes les images qui ne sont pas, RAW. C'est-à-dire qu'en fait, le débruitage se fait à la fin du traitement. On peut très bien le faire dans Darktable aussi, mais on peut le faire sur un fichier TIFF qui existe déjà. Donc ici, j'ai un traitement basique avec plein de petits modules, diffusion de netteté, balance de couleurs, AGX, voilà, et cetera, et cetera. C'est-à-dire, j'ai créé mon image, elle est toujours à 6400 ISO. Hem, j'ai pas de si, j'ai des réductions de bruit, un petit peu, voilà, donc ça, c'est à l'ancienne et maintenant ce que je peux faire, c'est débruiter l'image finale après finalement la transformation en profil de couleur de sortie. Donc là, c'est un petit peu long. Il génère la prévisualisation et ce qu'il va faire dans le traitement, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer un DNG, il va en fait traiter, donc avant après, hein, donc c'est assez impressionnant vu comme ça. Il va créer un fichier TIFF, voilà, que je vais vous montrer tout de suite.
Donc voici dans ma collection le fichier TIFF qui a été produit, qui paraît quand même relativement propre et bon, bien détaillé quand même. Voilà, et si on veut le comparer au fichier, RAW de départ qui a été traité, mais pas débruité, on a en fait ceci. Donc voilà, on a le bruit à gauche, donc on a quand même une qualité quand même pas trop moche, hein. Je pense qu'on pourra, tous au moins se mettre d'accord là-dessus. Voilà, la restauration neuronale ici, la mise à l'échelle, j'ai pas le modèle, donc je ne vais pas vous le montrer, mais je vous laisserai expérimenter. Ça enregistre aussi un TIFF, voilà, d'une taille, beaucoup plus grande. À vous de jouer avec si vous avez croppé par exemple et vous voulez, essayer d'avoir une image plus grande à imprimer. Voilà. Mais il y aura ouais, il y a pas de magie, hein, voilà, très clairement. Alors venons-en maintenant au clou du spectacle, enfin en tout cas pour moi. J'aime bien, hein, le fait qu'on ait de l'IA maintenant, je trouve qu'on gagne du temps, mais ça ne m'apprend pas à faire quelque chose ou ça ne me permet pas de faire quelque chose que je ne faisais pas avant. Alors que le nouveau module qu'on a maintenant dans cette version, et c'est le seul nouveau module de traitement photo, va me permettre de faire des choses que je ne savais pas faire. Parce que j'ai un aveu à vous faire, je ne suis pas terriblement à l'aise dans, dans tout ce qui est couleur. Je fais de la photo noir et blanc, de la photo de rue, pas de problème. Je fais de la photo macro où j'essaye d'avoir des couleurs le plus proches, le plus fidèles à la réalité. Mais tout ce qui est un peu artistique, hein, où on essaye de modifier des couleurs pour avoir des ambiances comme on fait au cinéma. La théorie des couleurs, j'ai regardé je ne sais pas combien de vidéos, je crois que j'ai bien compris, mais dans les faits, comme je disais, bah, c'est un travail, hein, qui peut être très long. Alors, j'essaye, mais je ne suis pas tout à fait satisfait de mes résultats jusqu'à présent. Harmoniseur de couleurs, le nouveau module, en fait, je trouve qu'il va m'aider à faire ça, puisqu'il va me permettre, et je vais me mettre ici dans le Vector Scope, ici, il va me permettre de comprendre comment est faite ma photo au niveau des couleurs et de faire les modifications automatiquement pour moi. Ça, c'est cool. Alors, je vais pouvoir choisir en fait le type de couleur que j'ai. Alors j'ai une règle d'harmonie en fait. J'ai ici, si on regarde, si j'enlève tout, bah, plutôt en fait, du bleu, j'ai de l'orange, du jaune et du vert. En fait, il y a plein de couleurs différentes. Il n'y a pas trop de mauve, de rouge, mais bon, j'ai quand même une zone de couleur là qui est pas mal. Si je fais la balance de couleurs RGB et je fais les couleurs de base, je vais faire standard. Voilà, je vais même augmenter un peu la saturation peut-être pour qu'on voit. Heu, je peux modifier la brillance, voilà. Heu, OK. Hem, donc l'harmoniseur de couleurs, maintenant je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Je peux choisir ma règle de couleur. Donc, soit j'ai analogue des couleurs très semblables, ça ne semble pas être le cas. Pareil, mais avec une couleur complémentaire, c'est pas tellement le cas. Les couleurs complémentaires, les complémentaires divisés, enfin bon, on a tous les trucs, diade, triade, un tétrade, le carré est personnalisé. Alors prenons-en un juste pour regarder ce qui se passe. Mettons, j'imagine des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que j'ai juste, en fait, principalement, j'imagine, il y a deux teintes. Je vais pouvoir faire la rotation ici, qui sont mes points d'ancrage. Donc, euh, donc j'en aligne un sur le bleu et l'autre n'est pas dedans. Donc, ce qui doit m'informer quand même que ce que je vais faire va pas marcher. Bon, allez, je suis têtu. Euh, donc maintenant, en fait, j'ai deux couleurs qui sont clairement marquées ici. J'ai un bleu et un orange. Si je déplace ici, force de déplacement, on voit que les couleurs vont virer soit vers l'un, soit vers l'autre. Et j'arrive à faire ranger ici mes couleurs. Alors ça fait un petit peu curieux, hein, infrarouge couleur, pourquoi pas. La largeur du déplacement ici, donc on nous explique qu'on peut faire étroit, donc uniquement les teintes proches d'un nœud sont influencées, ou alors large, c'est-à-dire je vais chercher les couleurs qui étaient très loin. Voilà.
Donc là, généralement, je pense qu'il vaut mieux pas faire trop large parce que là, on casse quand même beaucoup les choses. Hem, alors si on fait à 0, il se passe rien, hein. Voilà, donc je vais faire ça et protection des couleurs neutres, ça, c'est dans les teintes, le blanc, le noir, hein, j'imagine, les couleurs neutres et le lissage, ça me permet de ne pas avoir quelque chose de trop fin. Là, si je fais largeur ici et je fais lissage, on voit bien que mes couleurs reviennent, hein. Moi, je suis en train de regarder ici, hein. Mon lissage permet d'avoir quelques couleurs qui sont en dehors de la zone d'attraction. Bon, c'est pas terrible, je vous l'accorde, mais ça montre comment ça va. Donc ce que je vais faire, par exemple, c'est personnaliser et j'ai à peu près 3 couleurs. Voilà, c'est-à-dire j'ai un bleu, donc j'en ai aligné un, le bleu. J'en ai un, non, il est pas rose, plutôt dans les jaunes là et un qui est plutôt là dans les oranges, voilà. Et j'ai des couleurs, imaginons parasites entre les 2. Je veux simplifier un petit peu, la colorimétrie de mon image et ce que je peux faire, voilà, c'est que je vais simplifier et je vais faire une force de déplacement pour que toutes les couleurs rentrent dans ces 3 zones-là. C'est magique, c'est génial. Et je peux même choisir la saturation indépendante de chaque partie. Donc si je veux faire, par exemple, quelque chose un ciel un peu désaturé, des arbres, voilà, de l'herbe bien saturée et en fait, je m'aperçois que ça, c'est les murs des bâtiments. Alors est-ce que je les veux bien chauds ou un peu désaturés? Bah, finalement, en fait, je vais faire quelque chose de plus naturel. Voilà et j'équilibre, j'harmonise ma photo au niveau des couleurs et ça, pour moi, c'est une révélation. Hem Je trouve ça, vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai éteint. Ici, c'est ça que je voulais faire, avant, après. Alors ça paraît peut-être subtil sur une vidéo, mais je vous assure que ça peut vraiment aider à donner une ambiance à la photo, hem, qui va être un petit peu différente et puis c'est créatif. En fait, là, bon allez, j'efface. Imaginons que je veux juste faire monochromatique. Je choisis une couleur monochromatique, allez, dans les rouges et je vais déplacer tout le monde vers le rouge. Je déplace tout le monde vers le rouge, heu, voilà et puis j'ai quelque chose là, ça ressemble carrément à de l'infrarouge peut-être, hein, ou quelque chose de très semblable et si je veux, voilà, en vert, on fait ce qu'on veut. Voilà, ça c'est rigolo, hein, ça fait vraiment, un faux infrarouge. On fait ce qu'on veut avec donc c'est un module, voilà, qui est arrivé un petit peu discrètement, mais pour moi, c'est le clou du spectacle pour cette sortie 5.6, voilà, donc génial, merci au développeur qui a fait ce travail-là. Allez, on avance maintenant, on a fait tous les gros changements, maintenant une pléthore de petits changements, notamment dans le crop par exemple, je vais les passer rapidement, hein. Quand on bouge, on a maintenant l'information du nombre de pixels, on a le ratio, donc je suis à 4:3, donc 1,33:1 et le nombre de pixels qui sont, dans l'image, dans le crop, donc ça, c'est une information qui peut être utile. Ce qu'on a, trouvé aussi, c'est que pour ceux qui ont un deuxième moniteur, on peut avoir un deuxième écran sur l'autre moniteur et ce qu'on peut faire, c'est directement ici, je sélectionne une photo et je la glisse, je la déplace et celle-ci, elle va rester là et si je change de photo pour, ma vue principale, l'autre elle ne change pas. Donc je peux fixer une photo, heu, voilà et là j'appuie sur Pin pour changer comme ça, celle-là maintenant elle est épinglée et si je reviens là, tac, voilà, c'est celle-là. Donc on a, voilà, un peu plus de liberté. Alors je ne peux pas vous dire comment c'était avant parce qu'honnêtement, j'ai pas 2 écrans, donc je ne m'en sers pas. Voilà. Comment on peut faire pour sélectionner des couleurs? La pipette de couleurs, il y a 2 méthodes. Soit c'est une teinte, une cible, soit si je fais contrôle-clic, contrôle-clic, je peux sélectionner une zone. Ça, c'est le fonctionnement ancien. Maintenant, c'est direct. C'est-à-dire, je sélectionne une couleur, mais si j'appuie sur contrôle et je glisse, maintenant j'ai une zone. Et si je réappuie sur contrôle et je clique, je reviens au point. Et je contrôle et je glisse, tac, contrôle, point, et on passe directement sans repasser par le menu. Voilà pour des zones et des points. Voilà, c'est rigolo. Pour ce qui est de la calibration des couleurs, il y a quelque chose qui a changé, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Normalement,
ce qui est marqué dans le mode d'emploi, c'est que si je suis zoomé, voilà, et que je veux faire ici, choisir la balance des blancs, là, si j'avais compris, en fait, mon rectangle, il doit s'adapter là où je suis zoomé et pour m'éviter de zoomer en arrière. Voilà, c'est ce qui est marqué dans les changements. Ça a pas l'air de marcher. Si vous comprenez comment ça marche, je veux bien que vous laissiez un petit commentaire. Visiblement, j'ai pas tout compris. En fait, ça fait partie des changements. Il faut qu'on se renseigne. J'ai un nouveau qu'est-ce que j'ai dans les divers, dans les réglages? En fait, il y a 2 choses. Il y a une chose qui est le contrôle condensé des panneaux. Donc je peux condenser les informations dans les panneaux. Par contre, il faut redémarrer, donc je ne vais pas le faire. Je l'ai fait, ça fait planter Darktable. Donc je suis allé dans le fichier configuration et j'ai trouvé une ligne vide. Donc j'avais mis vrai, faux, ça marche pas, true, false. Il faut mettre un 0 ou un 1 si ça vous arrive à la place et pas laisser en blanc et ça a bien redémarré, ouf. Bon, je pense que c'est des petits bugs qui vont être réglés. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Je ne vais pas l'utiliser parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le texte à l'intérieur d'un module devient plus petit. C'est condensé, c'est plus petit, on voit moins bien. Moi qui arrive à un âge où il faut, que tout soit gros, mais bon, on gagne de la place pour ceux qui ont des bons yeux et des petits écrans, donc ça peut être très utile, pas de problème. Ici, j'utilise beaucoup le vector scope, mais j'utilise aussi, je vais aller sur cette image-là parce qu'on voit bien, ici, la forme d'onde. Donc on a de gauche à droite, et on a les noirs en bas, les blancs. Ici, on voit une projection de couleur ici qui est là. Un creux, ici, on a des noirs où on a beaucoup de couleurs sombres. Donc, ça permet de lire la luminosité de gauche à droite. Et ici, ça permet de lire les couleurs sur le spectre, sur la roue des couleurs. Et bien maintenant, on a un bouton pour avoir les deux en même temps. C'est magique. Comme ça, on n'a pas besoin de choisir. On a aussi dans les changements, lorsqu'on modifie un curseur exposition par exemple, voilà, alors Darktable, il est en train de faire à chaque fois une image, en basse résolution, en fait, qui nous montre pour que le mouvement soit fluide. Enfin, je dis en basse résolution parce que la nouveauté, c'est que la résolution de cette image, et qui est quand j'appuie, je bouge là, l'image de prévisualisation vient de prendre un petit boost de résolution, donc on aura quelque chose de plus précis. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. Dans les menus aussi, et ça m'a troublé, moi qui suis sur un ordinateur de bureau et pas un ordinateur portable, on peut activer les gestes du pavé tactile en chambre noire ici. Donc ça permet avec 2 doigts de zoomer, de glisser, de déplacer sur le pavé tactile, le trackpad. C'était activé d'office et quand c'est activé, j'ai perdu mon zoom, donc je désactive. En fait, quand je dis: «J'ai perdu mon zoom», c'est quand je suis juste sur la molette, voilà, avec un doigt et quand c'est activé, en fait, il faut faire contrôle, ce qui marche tout le temps. Là, je suis sur contrôle et déplacer et là, c'est que déplacer. Donc si vous n'avez pas de pavé, voilà, tactile, vous n'avez pas d'ordinateur portable, il vaut mieux décocher ça et si vous en avez un et ben, voilà, vous allez pouvoir jouer avec vos doigts pour, vous déplacer sur l'image, donc ça, c'est bien. On a aussi des raccourcis de clavier qui sont apparus pour alors, à l'intérieur de modules plus compliqués, passer, hem, auxquels je pense, calibration des couleurs pour passer avec un bouton de raccourci, voilà, pour passer, d'une tabulation, à l'autre. J'ai cherché, hein, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas où c'est. J'ai trouvé pour, faire un raccourci pour être toujours sur le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième, mais pas pour faire, le cycle complet. Donc on peut faire ça et on peut aussi apparemment cycler, quand on a plusieurs instances d'un même, module, on peut passer de l'un à l'autre avec un raccourci clavier à chercher aussi. Dans ce qui est, le dématrissage, ici, on a la netteté de capture qui devrait être mise, ça devrait être automatique, hein, tout le temps. Ça se calcule automatiquement, pas de problème. Alors la nouveauté, c'est que le calcul ne se fait que sur les 60 centraux de l'image, là où les objectifs sont les plus nets. Donc on va avoir,
qualité, légèrement améliorée apparemment, de la netteté, au dématrissage. Ensuite, quand on a des espaces de travail, je finis juste rapidement. Quand on crée un nouvel espace de travail, vous savez, au démarrage, on peut choisir son espace de travail, donc ça permet d'avoir des bibliothèques d'images différentes et des modules, différents. On peut copier maintenant des configurations de l'ancien vers le nouveau, ce qui gagne du temps. Et la dernière chose qu'on a, ici que j'ai noté, c'est que dans les masques raster externes, il y a un bouton vectoriser qui est apparu, qui permet en fait ça fait exactement comme dans les masques IA, c'est-à-dire quand la zone est sélectionnée, là, le masque raster, on l'aura fait par un logiciel extérieur. Vectoriser, ça permet de le transformer en chemin manipulable, donc ça, c'est bien aussi, ça permet d'être, plus souple sur l'utilisation des masques. Voilà, bah, j'ai fait le tour. Donc on a une version 5.6 encore très riche. Alors on va finir comme d'habitude par remercier les développeurs qui ont fait tout le travail nécessaire pour que Darktable, encore une fois, nous donne une nouvelle version très riche, qui avance, qui progresse, qui se modernise, j'ai envie de dire, avec l'IA. Euh, on a l'espoir aussi, maintenant que ce travail de fond est fait, que quand les modèles IA s'amélioreront, et ça indépendamment voilà, des développeurs Darktable, hein, parce que les modèles sont importés d'ailleurs, quand ces modèles s'amélioreront, on pourra les télécharger et Darktable gagnera en qualité. Euh, voilà, j'ai envie de dire alors, gratuitement entre guillemets, c'est-à-dire avec un travail, j'espère en tout cas, moindre des développeurs. Donc ça, c'est bien. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué, qui aident, qui testent, qui relèvent les bugs, qui donnent leur avis, notamment sur le site pixel.us, voilà, qui est la centrale, pour tout ce qui est logiciel open source, pour l'image. Voilà. Donc, et ben voilà, merci à tous ces gens-là, tous ces anonymes qui ont énormément travaillé encore. Et bien voilà, et ben, on va arrêter cette, vidéo-là. Moi, je vais vous dire à bientôt pour pour une nouvelle vidéo, peut-être d'ailleurs sur les photos en couleur. Je vais m'entraîner, tiens. Allez, à bientôt.